Très bien, mais je vais inviter les uns et les autres à s'asseoir pour qu'on puisse entamer notre dernier débat, après cette journée riche, puisque depuis 8h30 ce matin, on débat, on échange, on dialogue, on écoute sur ce beau thème, innovation et progrès. Là, c'est maintenant Jacques Attali qui va conclure cette journée comme grand témoin, avec autour de lui Nathalie Janson qui va animer ce débat, RL Thévenon qui va également y participer, Vincent Charlet et Dimitri Carbonel. Voilà, sur un intitulé, on s'est rencontré avec Jacques Attali il y a quelques jours, disserter, imaginer comment cette intervention pourrait être nommée. Et le couperet est tombé assez dur, économie de la vie versus économie de la mort. Au moins, on ne tergiverse pas. On va regarder ce qui permet de prospérer versus comment l'innovation peut être, à contrario, mortifère. Voilà, je vous laisse débattre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette table ronde qui va donc conclure cette journée des rencontres des Sablons. Je vais donc rapidement, avant de donner la parole à Monsieur Jacques Attali, laisser les autres intervenants se présenter pour qu'on sache quel est effectivement leur angle, en tout cas, et leur spécialité. Et puis ensuite, je vous propose donc de nous raconter l'économie de la vie, justement, et puis de débattre ensuite. Je ne sais pas qui veut commencer. Vincent? Oui, bonsoir. Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie, donc laboratoire d'idées qui travaille sur les industries au sens général, l'économie productive. Alors, Dimitri Carbonel, je suis à la fois porte-parole des Shifters, qui est associé au Shift Project de Jean-Marc Jancovici, puis je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle 2050, Crash ou Renaissance vers une société boule de Guy. Il y a sans doute des liens avec l'économie de la vie, et inversement aussi l'économie de la mort. Bonsoir, RL Thévenon, Institut pour l'innovation économique et sociale, think tank également, et nous travaillons sur la question du modèle social avec l'ambition de proposer, ce que nous faisons d'ailleurs, un modèle social qui pourrait prendre le relais de l'État-providence. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole pour présenter voilà ce que vous avez l'essence de votre livre sur l'économie de la vie. Je vous remercie. C'est au cours d'une conversation avec monsieur le maire, mon maire, puisque je suis régional de l'étape ici, que est venue l'idée d'aborder ce sujet par rapport au thème général de votre réunion d'aujourd'hui. Puisque pour moi, une innovation n'est pas bonne en elle-même, elle est bonne que si elle est utile à ce que j'appelle l'économie de la vie. D'où est venu ce concept d'économie de la vie dans mon travail? Ça vient d'assez loin, même si il y a assez peu d'années que j'utilise ce concept en tant que tel. En fait, depuis très longtemps, je essaye de réfléchir sur ce qu'on fait dans l'activité économique, sociale, politique, d'utile pour l'avenir ou seulement d'utile pour aujourd'hui, comme étant un des critères essentiels de la décision. J'ai élaboré beaucoup sur cette idée d'une économie qui soit au service des générations futures, en essayant même de démontrer que si c'est utile aux générations futures, c'est utile à nous-mêmes aujourd'hui, parce que nous avons besoin des générations futures, ne serait-ce que très prosaïquement pour payer les retraites de ceux qui sont vivants aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde l'organisation de nos sociétés, très simplement, on se rend compte qu'il y a des activités humaines qui sont utiles aux générations futures, qui sont utiles à l'avenir, et d'autres qui sont nuisibles tant au présent qu'à l'avenir. J'ai essayé de les distinguer en appelant ça économie de la mort, ce qui est nuisible à long terme, et économie de la vie, ce qui est utile à long terme, avec une catégorisation assez fine, puisque, je vous le dirai dans un moment, j'ai avec ensuite plusieurs collaborateurs qui m'ont aidé, mais d'abord seul quand j'ai théorisé, fait une distinction en essayant de classer les secteurs d'activité humaine, pas seulement des secteurs économiques, mais tous les secteurs d'activité, comme sont-ils utiles aux générations futures. Évidemment nuisible aux générations futures, tout ce qui utilise les énergies fossiles. En sachant qu'il y a certainement dans ceux qui utilisent les énergies fossiles
des choses encore inévitables. On reviendra sur ce point tout à l'heure, mais ce qui utilise les énergies fossiles, c'est évidemment les énergies fossiles elles-mêmes, tout ce qui est dans la mobilité qui passe par les énergies fossiles, tout ce qui dans l'industrie utilise des énergies fossiles, c'est-à-dire ce qui utilise l'énergie en tant qu'énergie, et puis il y a tout ce qui utilise les sous-produits de l'énergie fossile, c'est-à-dire les plastiques, les emballages, certains produits pharmaceutiques, tout ce qui décline est décliné à partir de l'usage des sous-produits des énergies fossiles. Et puis il y a d'autres activités qui sont nuisibles aux générations futures, c'est l'agriculture industrielle, dans la mesure où elle détruit les sols et les rend impropres à l'usage durable de la production agricole. Il y a l'alimentation industrielle, qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire l'alimentation ultra transformée. Et puis, il y a tout un ensemble de secteurs sur lesquels on peut se poser quelques questions, mais sur lesquels, pour ma part, je les range dans l'économie de la mort, c'est-à-dire toutes les formes de drogue, qu'il s'agisse de l'alcool, des drogues au sens propre aujourd'hui du mot, mais aussi des drogues virtuelles, jeux vidéo, usage addictif des réseaux sociaux. Je mets aussi, et c'est un choix idéologique, dans l'économie de la mort, la dictature, parce que je crois que la dictature n'est pas un mode de gouvernement qui soit, malgré les apparences dans certains cas, utile aux générations futures. Et dans l'économie de la vie, je mets le reste, c'est-à-dire les énergies renouvelables et durables, donc le nucléaire comme les énergies renouvelables, tout ce qu'on peut faire avec, et on peut faire, on reviendra peut-être là-dessus, à peu près tout ce qu'on fait avec les énergies fossiles, on peut le faire avec les énergies durables, puisque l'industrie, l'économie mondiale est en train de devenir électrique. Pratiquement toute l'économie va être électrifiable. Et l'électricité peut être entièrement fabriquée à partir d'énergies renouvelables et durables. Donc, on peut pratiquement tout faire en énergie durable. L'agriculture raisonnée et saine, la nourriture bio, le recyclage, l'eau, les activités d'éducation, de santé, de démocratie. Et dès le début, j'avais classé, et je le maintiens, la sécurité et la défense dans l'économie de la vie, même si ça peut paraître un peu paradoxal, parce que l'économie de la vie doit se défendre au regard du reste. Démocratie, sécurité, défense et tout ce qui suit. Je me suis ensuite préoccupé de calculer tout ça. Et c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de méthode comptable qui permet de le faire, mais on a fait ça récemment, très récemment d'ailleurs. Ce n'est pas encore publié, mais on va le publier bientôt, avec des collaborateurs, pour l'économie de la vie, l'économie de la mort dans le monde. On l'a fait pour les États-Unis, pour la Chine et pour la France. Avant de donner les résultats, je vous invite à regarder ce que vous-même, dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle, vous faites. Est-ce que vous travaillez dans une entreprise d'économie de la vie ou d'économie de la mort? Est-ce que vous consommez des produits d'économie de la vie ou d'économie de la mort? Dans quelle proportion? Est-ce que vous savez si votre argent est utilisé par votre banque pour investir dans l'économie de la vie ou l'économie de la mort? Est-ce que vous utilisez ce critère pour décider pour qui vous allez voter, en fonction des programmes, si tant est qu'il y ait des programmes, ce qui est de moins en moins fréquent en politique? Je veux dire en politique nationale, je ne parle pas des élections municipales, bien sûr, en ce moment en tout cas. Et si vous réfléchissez à vous-même et à vos proches, vous apercevrez que la part de l'économie de la mort dans notre vie, la mobilité pour l'essentiel, les vêtements, la nourriture qu'on utilise, ce qu'on achète dans les magasins, etc. Pour faire court, à l'échelle mondiale, l'économie de la mort, c'est 55% du PIB mondial. Les États-Unis sont à 67% de l'économie de la mort dans leur PIB. La Chine est à peu près au même niveau, avec une grande différence, c'est que la Chine est en train de s'améliorer à très grande vitesse, très très grande vitesse, et
ma grande surprise, la France est un des pays les mieux classés au monde. On n'a pas fait tous les classements, mais la France est un des rares pays, de ce qu'on a pu regarder, qui soit au-dessus de 50% en économie de la vie, à cause de la part importante de la santé, de l'éducation, etc., et des énergies durables et renouvelables dans notre PIB. Donc pour moi, c'est un critère. Un progrès n'est bon que s'il est utilisé dans l'économie de la vie. Il n'est pas bon en soi, ni mauvais en soi. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, si elle est mise au service de l'amélioration d'une entreprise pétrolière, c'est pas bien. Si c'est mis au service de l'éducation, de la santé, des assurances contre les risques, de tout ce qui nous protège et qui nous pousse vers la prévention, c'est bien. Donc c'est un critère assez simple qui peut d'ailleurs déterminer une analyse du budget. Si on regarde le budget de la France aujourd'hui, bien, il est de plus en plus mal orienté vers l'économie de la mort et de moins en moins vers l'économie de la vie, d'autant plus qu'il y a, et je vais terminer là-dessus, une perversion de l'ordre économique actuel, c'est que l'économie de la mort est plus rentable que l'économie de la vie. Alors, le propre du politique devrait être de changer ça, de rendre l'économie de la mort moins rentable que l'économie de la vie. Ça passe par modifier les subventions et les impôts et par la modification des réglementations. Mais tant qu'on met des subventions énormes en faveur des entreprises ou des activités de l'économie de la mort, on est certain de ne pas y arriver. Et pourtant, ça devrait être un critère d'action publique. Au niveau municipal, c'est très difficile parce que malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est un autre sujet, une mairie n'a pas le contrôle de ce qui se passe dans les activités essentielles qui se passent chez elle. Et on arrive ainsi à donner, je crois, une grille de lecture utile, en particulier du sujet d'aujourd'hui, qui est le sujet de l'innovation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais faire la transition pour passer la parole effectivement aux intervenants, pour faire un peu l'avocat du diable, si je puis me permettre. En fait, l'économie de la mort, après tout, c'est peut-être aussi ce qui a pu nous permettre d'arriver très vite à une baisse de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté, puisqu'on est passé de 36% de la population qui vivait en dessous de $2,15, et puis aujourd'hui, on est à presque 9%. Donc l'économie de la mort, elle a quand même aussi conduit à la vie. Et c'est Vous pour ça parlez que de je quoi, me là, tourne. statistique à quel niveau? Pour au niveau mondial. Non, c'est faux. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. En tout cas, on s'accorde à dire que, le seuil de pauvreté a quand même fortement diminué. Oui, mais pas à ce au niveau-là. niveau et notamment aussi au niveau de la mortalité infantile, qui était aussi un marqueur profond. On voit bien que ce taux a fortement diminué. Mais bon, même si on est en désaccord sur la métrique qui a été utilisée, je vais passer la parole à Vincent sur effectivement ce lien entre croissance et possibilité pour effectivement la population de continuer à pouvoir se développer, et donc sans doute les questions qui peuvent se poser autour de cette économie de la vie, économie de la mort. Bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé. Je trouve que vous avez remarquablement expliqué pourquoi, pour reprendre l'expression d'un historien célèbre, le progrès scientifique n'est ni positif, ni négatif, ni neutre, et tout dépend effectivement des services et des finalités auquel il est asservi ou auquel il est connecté. J'ai l'impression, si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, que l'économie de la mort est l'économie nuisible, l'économie de la vie est celle qui est bénéfique aux populations futures, et donc il faudrait tendre vers un avenir ou un futur dans lequel on pourrait dissocier l'un de l'autre ou l'une de l'autre, les générations futures, le devenir des générations futures étant assuré par seulement une fraction de la population. Ça m'interroge pour la raison suivante. À la Fabrique de l'Industrie, on a beaucoup travaillé à partir des travaux de Pierre-Noël Giraud sur l'homme inutile, qui expose en gros donc il propose une autre dissociation de l'économie. Il y a l'économie compétitive, celle qui est en permanence en concurrence mondiale, et puis il y a l'économie locale ou résidentielle. Et pour le coup, les deux ont besoin l'une de l'autre, parce que l'économie mondialisée produit des richesses, l'économie localisée la convertit en emploi. Et donc, lorsqu'on raisonne à l'échelle des communautés, on dit on a besoin des deux. On a besoin de pharmaciens et médecins, qui sont l'économie résidentielle. On a besoin d'ingénieurs, développeurs logiciels, qui sont mondialisés. Donc, on ne peut pas
avancer l'hypothèse d'une scission entre les deux. Et ceci m'interpelle parce que un certain nombre de personnes qui pensent à l'avenir de nos économies, à long terme, les prospectivistes, voudraient se défaire de la mondialisation, parfois même de se défaire de l'idée de croissance. D'où ma question. Comment est-ce que vous imaginez que les activités mondialisées, celles qu'on appelle parfois du monde d'avant, qui ont été le symbole des Trente Glorieuses, quel rôle est-ce que ces activités jouent-elles dans l'économie versus l'économie de la mort? Et comment est-ce qu'on peut, de votre point de vue, tirer le meilleur parti d'une économie que j'appelle productive, celle qui réalise des gains de productivité et qui est fondée d'une certaine façon sur le progrès, pour nous emmener vers des futurs enviables? On peut faire des classifications qu'on veut dans tous les sens. Celle que vous avez dite est intéressante, mais ça n'a rien à voir avec celle que je propose. Elle n'est ni contradictoire, ni similaire. Vous avez de l'économie de la mort dans des grandes entreprises mondialisées, puis vous avez de l'économie de la vie aussi, puis vous avez de l'économie de la vie dans des secteurs locaux, et puis aussi des économies de la mort dans des secteurs locaux. Un chauffeur de taxi qui utilise une voiture électrique est dans l'économie de la vie, un chauffeur de taxi qui utilise une voiture avec un moteur à explosion est dans l'économie de la mort. Donc un livreur de pizza, ça dépend, enfin, on peut faire à l'infini. Je reviens sur votre question sur la croissance. Je suis pour une croissance zéro et même une décroissance absolue de l'économie de la mort. Je suis pour une croissance infinie et une production maximale de l'économie de la vie. Est-ce qu'au total, ça veut dire que le PIB du pays qui fera décroître très vite l'économie de la mort ou fera croître très vite l'économie de la vie va être en total en croissance? J'en sais rien, mais il est vraisemblable qu'il sera en croissance. Et c'est juste une question d'orientation. Donc, le choix croissance, pas croissance, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui croît et qu'est-ce qui décroît. Est-ce que vous anticipez, dans l'hypothèse d'une accélération de l'économie de la vie et d'une décélération de l'économie de la mort, est-ce que vous anticipez une accélération ou une décélération du commerce mondial? En toute logique, le commerce mondial est bon, puisque les échanges sont créateurs d'innovation, d'incitation à la concurrence, ce n'est pas mauvais. La question, c'est de savoir dans quelle direction ils vont. Dans la mesure où la démocratie fait partie de l'économie de la vie, la démocratie suppose l'ouverture des frontières, donc elle n'est pas contradictoire avec cette évolution-là. Si vous voulez savoir si je suis favorable à une économie de la vie autarcique, non, ça ne marchera pas. Et puis c'est contraire à la démocratie. Dès qu'on ferme les frontières, la démocratie disparaît. Donc, par nature, l'économie de la vie, parce qu'elle suppose un engagement démocratique, y compris l'ouverture des frontières, elle est compatible, plus que compatible, a besoin d'une globalisation, mais avec, et c'est toute la nuance de ce qu'il faut faire, il y a certains, par exemple, pour développer l'économie de la vie, au détriment de l'économie de la mort, il faut à certains moments protéger l'économie de la vie pour qu'elle se développe. À l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, il faut certainement protéger les industries naissantes par un tarif douanier externe. C'est pour ça que je suis pour un tarif extérieur commun élevé dans certains secteurs pour les protéger provisoirement le temps qu'ils croissent dans leur développement. Donc, il y a des nuances tactiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, que ce soit pour le Shifter ou Shift Project, on est très aligné avec ce que vous dites, même si, effectivement, on ne va pas utiliser, puisque l'objectif, notamment au Shift Project, Shifter, c'est de réduire notamment les énergies fossiles ou même aussi les pesticides, l'usage des pesticides. Même si on ne va pas utiliser l'économie de la mort et de la vie, mais c'est vrai que l'avantage de ces termes-là, c'est qu'ils mettent les points sur les i, surtout pour vie. Après, la question, c'est qu'effectivement, on voit quand même que les deux peuvent être imbriqués. D'ailleurs, la croissance de l'économie de la vie peut ne pas compenser pendant une période l'économie de la mort, enfin la décroissance, entre guillemets, ou la diminution de l'économie de la mort. L'économie de la mort aussi peut financer pendant un certain temps l'économie de la vie. Ensuite, la question, c'est dès lors qu'elles sont liées intrinsèquement, pour passer de l'un à l'autre, pour que vraiment que l'économie de la vie dépasse vraiment largement l'économie à mort, est-ce que c'est une évolution ou plutôt une rupture qu'il faut ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux?
D'abord, je connais très bien Jean Co et on a déjà parlé tous les deux de la convergence ou de la compatibilité de nos analyses. Pour moi, votre travail est essentiellement sur la dimension CO2. Et même si ce n'est pas que ça, c'est surtout ça. Et le CO2 n'est qu'une des dimensions de l'économie de la vie. Il faut éliminer le CO2. Oui, oui. Voilà. Donc, moi, je suis très demandeur, et je le lui ai dit, qu'on essaye de voir converger ces deux approches pour les intégrer l'une à l'autre. Alors, ce dont vous parlez, c'est la transition. On est encore dans une période où la transition peut être douce par la réglementation et par la fiscalité. Si on ne fait rien de sérieux et si on continue à aller dans le mur comme aujourd'hui, à un moment, il y aura certainement des demandes de faire plus et d'une façon beaucoup plus autoritaire, ce qui remettra en cause la démocratie comme facteur essentiel de l'économie de la vie. Mais pour ma part, je crois que dans la mesure où l'économie de la vie est un concept plus large que le simple CO2, pourquoi est-ce que j'ai développé ce concept? Parce que j'ai souvent pensé et expliqué que, supposons qu'on fasse tout ce qu'il faut pour éliminer le CO2, et que pour ça, on y consacre toutes les ressources du monde, qu'on supprime l'éducation, qu'on supprime la santé, qu'on ne s'intéresse pas à l'alimentation saine, on aurait une planète où il n'y aurait plus de CO2, parfait, mais une planète de gens analphabètes et qui n'auraient aucun moyen de se soigner. C'est absurde. Donc, le CO2 ne peut pas être le seul critère d'un développement durable. On est d'accord. Hein, oui, parce que, mais je sais que vous êtes d'accord. Mais dans la mesure où vous vous centrez sur le CO2, vous n'êtes pas global, ce qui n'est pas un reproche, c'est un extrêmement précieux, très important. Mais je pense qu'il faut avoir une vision globale. Sinon, on fait des arbitrages qui ne sont pas complets. Il faut avoir une vision globale. Cette vision globale, c'est l'élimination des nitrates, c'est l'élimination d'un certain nombre d'activités nuisibles et de toutes les formes de drogue. Et le CO2 ne représente qu'une partie, je pense, un peu plus de la moitié de l'économie de la mort. Donc, ça doit être plus... Alors, est-ce qu'on peut se contenter de mesures démocratiques? Je crois que oui. Mais la société est ainsi faite que, prenez le budget qui vient d'être voté en France, vous avez des trucs qui sont hallucinants. Vous avez encore des déductions fiscales pour les énergies fossiles qui sont ahurissantes. Vous avez encore, pour prendre un minuscule exemple, vous avez une déduction fiscale pour des biscuits de X centimètres sur X centimètres chocolatés sur 3 mm. C'est un député qui a réussi à faire passer au Parlement le vote d'un amendement qui fait passer la TVA à 5% au lieu de 20% pour des biscuits d'une marque américaine qui n'est pas nommée, mais la taille du biscuit ainsi nommé, ainsi définie, correspond uniquement à ce truc. Et il y en a des centaines de trucs comme ça dans le budget. Donc, les lobbies en faveur de l'économie de la mort sont extrêmement puissants, extrêmement efficaces, tant dans la fiscalité que dans la réglementation. Et tant qu'on n'a pas mis clairement sur la table cette comptabilité, parce que la comptabilité fait beaucoup de choses en politique, tant qu'on n'a pas une comptabilité et une grille de lecture, est-ce que vous faites, c'est pour l'économie de la vie ou l'économie de la mort? Tant qu'on ne le dit pas clairement, qu'on n'a pas une méthodologie qui est rentrée dans l'esprit, comme la capture du carbone commence à rentrer dans l'esprit des gens, on ne fera rien. Et on sera obligé de le faire d'une façon totalitaire. Alors, je reviens sur votre question. L'économie de la vie par rapport à l'économie de la mort ne prétend pas résoudre la question de la pauvreté. La pauvreté peut se réduire par la croissance, in abstracto, quelle qu'elle soit, mais si la croissance se fait par l'économie de la mort, elle finit par être comme un râteau qui revient dans la figure des gens. C'est comme ce qu'on avait fait en Inde pendant quelques années. On avait développé une agriculture qui a été un miracle provisoire, puisque ça a détruit la terre et les paysans qu'on avait cru sauver se sont trouvés se suicider par dizaines de milliers. Donc, la lutte contre la pauvreté, si elle s'inscrit dans une croissance de l'économie de la mort, est par nature mauvaise. Et elle ne peut être bonne que si elle s'inscrit dans une évolution vers l'économie de la vie, qui d'ailleurs, par ailleurs, par sa nature même, crée plus d'emplois que l'économie de la mort.
Oui, mais on peut aussi se demander si ce n'est pas une analyse ex post, c'est-à-dire que quand on s'est développé, on a développé aussi des méthodes qui font qu'aujourd'hui on va nommer économie de la mort, mais qui alors n'apparaissaient pas comme telles. Donc Bien je vais sûr, prendre évidemment un exemple basique, mais qui résume bien la situation. Quand on fabrique du papier, on se mettait au bord de l'eau pour utiliser l'eau, parce que ça demande de l'eau de faire du papier, et on s'est aperçu après coup qu'effectivement ça polluait. Donc il y a toujours une ex post. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on fait en ne sachant pas que c'est de l'économie de la mort. Et parfois même en bonne conscience. Parfois, la bonne conscience est aidée par des lobbies qui vous expliquent alors que c'est faux. Mais en bonne conscience, maintenant, fallait-il, en Grande-Bretagne, à la fin du XVIIIe siècle, développer le charbon alors qu'on savait que ça allait tuer tous les ouvriers qui étaient dans les mines? C'est une question philosophique importante, puisqu'on n'avait pas de ressources éoliennes et solaires à l'époque. Et c'est une question philosophique très intéressante. Fallait-il sacrifier des générations? Aujourd'hui, on est arrivé à une étape où cette question n'a plus à se poser. Puisqu'on peut passer à l'économie de la vie. On n'a plus ce choix terrible où c'est l'économie de la mort ou rien. Ce choix n'existe plus. Pas tout à fait. Si on regarde par exemple l'intelligence artificielle, on est bien face à ce problème parce qu'on regarde, je vais prendre plusieurs exemples, au Texas ou en Géorgie, où le prix de l'électricité a fortement augmenté, au détriment d'ailleurs des habitants, et parce que de l'autre côté, effectivement, il y a des entreprises comme Google ou d'autres, Meta, etc., qui ont les moyens de payer cette électricité. Hein. Et puis de l'autre côté, évidemment, on voit les impacts aussi très positifs de l'IA pour la santé. Hein. L'IA, encore une fois, ça dépend comment on la fabrique. Si vous la fabriquez avec l'énergie solaire et l'éolienne, ce n'est pas un problème. Oui, mais ce n'est pas le cas. Dans 95% des cas aux États-Unis, il y a des usines à gaz, des usines à charbon. En effet, mais c'est le cas en Chine aujourd'hui. L'électrification, et c'est ça la grande mutation actuelle en Chine, où la Chine rejoint la France comme seul pays où l'électrification de l'industrie est une électrification durable. La mutation chinoise de ce point de vue est extraordinairement radicale. 1, l'industrie est électrifiée. 2, elle est électrifiée d'une façon durable, ce qui est le cas en Chine et en France, et nulle part ailleurs. Et aux États-Unis, elle ne l'est pas. Donc, oui, l'IA aux États-Unis est une catastrophe écologique et c'est une industrie de l'économie de la mort. Mais elle ne l'est pas en elle-même, elle l'est parce qu'elle utilise des ressources de l'économie de la mort et elle pourrait faire autrement. Peut-être on peut rebondir justement sur le côté effectivement social et qu'on avait évoqué effectivement. Vous faites œuvre utile en posant un concept dans le débat public, et il n'y en a pas beaucoup, et donc c'est à la fois très stimulant intellectuellement, mais c'est aussi utile dans la mesure où vous invitez à revisiter un certain nombre de sujets d'activité en nous interrogeant sur le pourquoi pour définir le comment. C'est pas si fréquent. Et donc, moi, je me suis amusée avec votre concept à essayer de le décliner sur la question sociale. En France, pendant des années, on a opposé les contempteurs de la dépense sociale, donc les comptables, à ceux qui souhaitaient la développer parce que c'est un investissement dans ce qu'on pourrait appeler l'économie de la vie. La dépense sociale aujourd'hui en France est très importante. Les derniers chiffres sont tombés ce matin. C'est plus de 40% en fait, du PIB qui est consacré au social. On parlait d'un tiers du PIB encore il y a de l'année dernière. Maintenant, on est passé à 41-42. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, la France est dans les bons élèves de l'économie de la vie, sans doute aussi pour cette raison. Néanmoins, ce matin, nous avons eu l'intervention du général de Villiers, qui a montré qu'on avait des besoins massifs de réarmement. Alors, vous avez précisé tout à l'heure que le réarmement, la défense, la sécurité physique relevaient de l'économie de la vie. Mais aujourd'hui, la question se pose de l'articulation de ces priorités dans l'économie de la vie. Le budget de la sécurité sociale, uniquement sécurité sociale, c'est plus de 650 milliards d'euros. Celui de la défense est autour de 60, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'a pas investi beaucoup dans l'économie de la vie, dans une partie d'économie de la vie, qui l'a conduit, si je suis très caricaturale, vers la disparition? Ou alors, en complétant ce matin, l'idée m'est venue en écoutant le général de Villiers, est-ce qu'il y a
une façon de compléter le concept, l'économie de la mort et l'économie de la force. L'économie de la force Non, mais- permettant de défendre l'économie de la vie. Pour moi, je n'ai pas de doute, l'économie de la défense, l'économie de la force fait partie de l'économie de la vie. Il n'y a pas de doute parce qu'on a besoin de se défendre et qu'on a besoin justement de défendre le modèle de l'économie de la vie. Et pour ça, il faut une armée. Vous savez, une armée, une police, la sécurité des biens et des personnes, internes et externes, fait partie de l'économie de la vie. Maintenant, dans le social, il faut distinguer deux choses parce que la distinction, l'économie de la vie, c'est une affaire de production. Qu'est-ce qu'on produit? Ce n'est pas une affaire de consommation en direct, c'est la question de la production en matière sociale. Vous avez deux choses qu'on appelle sociales. Vous avez la production du social, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, les médecins, les infirmières, les activités d'animation sociale. Et puis vous avez aussi dans le social les transferts, les retraites, les allocations de toute nature. Alors pour caricaturer, si les retraités utilisent leur argent pour l'économie de la mort, les retraites sont catastrophiques. C'est très mauvais. Donc, se pose aussi la question de l'usage des transferts. À quoi sont utilisés les transferts? Alors, on peut difficilement dire, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des brioches. Évidemment, il faut avoir cette question en tête. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes se sont joués sur cette question, puisqu'on a essayé, sans doute assez maladroitement, d'augmenter le coût, de pénaliser l'usage des énergies fossiles. Et ça a été tellement mal fait que ça a entraîné une catastrophe sociopolitique. Donc, il faut faire cette transition de l'économie de la mort vers l'économie de la vie d'une façon intelligente, qui passe par beaucoup de choses, qui passe par une éducation, qui passe par, encore une fois, un rééquilibrage des coûts et des prix. Il n'est pas normal que l'agriculture biologique et la nourriture saine soient plus chères que la nourriture malsaine. Il n'est pas normal qu'on vende des produits ultra transformés qui tuent les gens. On le voit tous les jours, l'accident cardiaque. Enfin, on sait que la nourriture ultra transformée est un poison. Le sucre artificiel est un poison. L'alcool, on sait tout ça. Pourtant, on continue à le vendre, on fait de la publicité partout, on sait tout ça. Et les gens qui reçoivent des allocations sont souvent, malheureusement, des gens qui ont moins eu d'éducation à ce genre de choses et qui donc participent de l'économie de la mort involontairement parce qu'on ne leur a pas appris. Donc, l'économie de la vie suppose aussi d'intervenir dans l'éducation. J'ai écrit un livre sur l'avenir de l'éducation où j'ai expliqué qu'il fallait enseigner ces choses-là. Par exemple, il faut enseigner le bon usage d'un budget. Quel que soit le budget, il est toujours contraint. Qu'on gagne 1 000 euros ou 10 000 euros par mois, le budget est contraint. Il est contraint à un certain niveau ou à un autre. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces contraintes? Est-ce que, prends un exemple à 10 000 euros pour ne pas prendre un exemple à 1 000 euros, est-ce qu'à 10 000 euros, on achète 100 jeux vidéo, 14 bouteilles d'alcool et 18 voyages en avion à travers le monde? Ou est-ce qu'on l'utilise pour l'éducation, la santé, la prise de conscience de soi, la lecture, aller au spectacle, faire des activités sociales pour les autres, des activités qui sont souvent gratuites? Donc, on peut se trouver en situation de faillite personnelle avec beaucoup d'argent parce qu'on a mal utilisé son argent. Donc, l'éducation à un bon usage en faveur des biens de l'économie de la vie me paraît une dimension essentielle de l'éducation. Et c'est indépendant de la question de savoir quel est le montant des retraites ou quel est le montant des activités générales. Il n'empêche que je pense pour ma part que nous sommes dans un pays dans lequel, objectivement, et les chiffres sont sortis avant-hier, mais c'est une autre question que celle d'aujourd'hui, même si elle est reliée. Le niveau moyen des retraites est supérieur au niveau moyen des revenus du secteur public, qui est lui-même supérieur au niveau moyen des revenus du secteur privé. Ça devrait être l'inverse. Il n'est pas normal que, je parle devant un public qui est certainement largement en partie concerné, ce qui est mon cas, il n'est pas normal que le niveau de vie des retraités, le niveau de revenus, pas de niveau de vie, parce que les retraités ont d'autres revenus d'autres sources de niveau de vie que leurs revenus, et il n'est pas normal que le revenu des retraités soit en moyenne supérieur au niveau des actifs, et en particulier des acteurs du secteur privé qui, en plus, ont le risque de perdre leur emploi. Ça concerne aussi la gestion de l'avenir, mais c'est une autre question que celle dont on débat aujourd'hui.
je comprends très bien l'idée de l'emploi des transferts et de l'éducation, mais c'est un travail de longue haleine et assez aléatoire, il faut le dire. Pensez-vous que votre concept d'économie de la vie soit suffisamment puissant, convaincant, pour permettre une refondation du modèle social, pour permettre, par exemple, c'est en tout cas une idée que nous proposons, de recentrer ce modèle social sur la santé et la prévention de la pauvreté. On est au cœur de l'économie de la vie pour vraiment garantir ces droits fondamentaux et laisser davantage d'innovation, organiser la garantie d'autres risques dans le cadre de la mutualisation. Mais donc l'idée de resserrer les dépenses publiques sur ces deux risques. Aujourd'hui, c'est très difficile. Tous les gouvernements se sont cassés les dents et il est peu probable qu'un candidat à la présidentielle se lance sur ce sujet-là. Alors, je ne suis pas à convaincre sur l'importance des dépenses de prévention. J'ai dit tout à l'heure que prévention et santé sont de l'économie de la vie. Je ferai deux remarques. D'abord, dans le think tank que je préside, qui s'appelle France Positive, où nous essayons de réfléchir d'une façon transpartisane à un programme présidentiel que nous publierons avant la fin de l'été. Nous mettons beaucoup l'accent sur ces choses. Et nous avons publié un livre il y a quelques semaines qui s'appelle France 2040, où on a essayé de rassembler un certain nombre d'experts qui ont chacun sur un domaine présenté comment ils verraient la France 2040. Et il était clair, même s'ils ont travaillé de façon tous indépendante, il y a des gens très connus puis des gens moins connus, mais tous des experts. Le thème qui est commun à tous, c'est la prévention. La prévention est essentielle. Mais ce qu'il faut remarquer, d'ailleurs, il n'y a que très récemment que je me suis rendu compte de ça, c'est que la prévention augmente les dépenses et ne les réduit pas. On croit que si on fait de la prévention en matière de santé, je parle un de mes amis qui parlait à cette tribune tout à l'heure est un des experts de ce sujet, on croit que si on fait de la prévention, on va faire des économies. Ben, c'est le contraire. Parce que si vous faites de la prévention, vous allez relever des maladies qui cyniquement n'auraient pas été vues. Les gens vont aller mourir plus jeunes parce qu'on n'aurait pas vu leur maladie. Tandis que si vous faites de la prévention, il n'est pas dit du tout que ça va coûter moins cher. Mais c'est très bien, il faut le faire quand même. Parce que l'objectif reste de permettre aux gens de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. L'économie de la vie, c'est d'abord la vie. Donc, il faut voir la prévention comme un objectif moral, mais surtout pas comme un objectif d'économie, au sens de moindres dépenses. En même temps, la prévention, je pense que certains disent aussi que ça évite de dépenser beaucoup, puisqu'on va prévenir avant que ça devienne très cher. Bon, je ne suis pas spécialiste. Malheureusement, j'ai vu récemment des chiffres qui disent le contraire. Ils disaient le contraire. Okay. Parce que c'est simple à comprendre. Si vous faites de la prévention, vous allez vivre plus longtemps, donc vous aurez plus de dépenses de santé. Tandis que si vous ne faites pas prévention, si vous avez un cancer que vous n'avez pas prévu et qui vous arrive et que vous ne l'avez pas prévu, en fait, tout dépend de la prévention. Oui, parce que ça coûterait pas cher. Si vous faites de la prévention d'accidents de travail, en général, pour les gens qui ont un accident de travail et qui sont handicapés, l'impact est beaucoup plus lourd que, évidemment... C'est pour ça que je suis pour à fond la prévention. Mais il ne faut pas donner comme argument en faveur de la prévention le fait qu'on va faire des économies. Moi, il y a un autre point pour rebondir sur ce que vous avez dit au début sur effectivement 55% du PIB, c'est l'économie de la mort. Je vais faire un parallèle avec un autre pourcentage. Je fais le calcul récemment qui est environ 60% du PIB mondial qui est dirigé par des hommes de plus de 70 ans. Et alors, chose intéressante, j'ai regardé combien c'était il y a 20 ans. C'est aux alentours de 7%. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que d'une certaine manière, c'est un peu un baroud d'honneur de l'économie de la prédation ou de la mort, avec quand même cet espoir, parce qu'il y a, malheureusement, c'est ainsi, on n'est pas encore immortel, mais il y a quand même de fortes chances que d'ici 10 ou 20 ans, la plupart de ces dirigeants de plus de 70 ans passent l'arme à gauche, si je puis me permettre, c'est un peu vulgaire, mais c'est ce qui risque de se passer. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase un peu particulière de crise aujourd'hui, avec d'ailleurs des personnes qui ont vécu, qui sont nées, soit juste au début des 30 Glorieuses, qui ont vécu cette période incroyable de croissance, etc. Et que, lorsque en allant jusqu'au bout presque de l'économie de la mort, comme on est en train de le vivre actuellement, et que
ça peut être aussi une source d'espoir dans 10 ou dans 20 ans pour se dire, bah, tiens, il va y avoir une nouvelle génération de personnes qui vont venir et qui vont reprendre le relais, donc la renaissance peut-être de l'économie de la vie, entre guillemets. Très intéressant comme sujet. Moi, je fais partie de cette génération. Oui, c'est pour ça que je vous ai titillé Oui, un petit peu. Hein. On le pense, oui. Je fais partie Il y a de de fortes façon. chances. Je peux même vous donner un exemple très précis personnel. Je suis la première promotion de l'école polytechnique qui n'a pas fait la guerre. Celle d'avant moi a été en Algérie, la mienne pas. Et donc j'ai traversé toute cette période d'une façon miraculeuse. Mais il y a des gens qui sont dans cette situation et qui sont obsédés par leur vie personnelle. Moi, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est comment vivront mes petits-enfants quand ils auront mon âge. C'est mon obsession. Bon. Donc il y a des gens âgés qui ont l'obsession de leur propre vie et qui se moquent de l'avenir, et puis il y en a d'autres qui ont une autre obsession. Je sais en quelle année mes petits-enfants auront l'âge que j'ai aujourd'hui, et j'aimerais bien que le monde soit encore vivable. C'est quelque chose qui m'anime. D'autant plus que si les gens qui aujourd'hui dirigent le pays, d'abord, je crois que le président de la République n'est pas dans cette catégorie. Et que... Oui, l'Europe d'ailleurs est je ne l'ai pas précisé, mais c'est une particularité, parce que la très grande majorité des dirigeants ont moins. Donc c'est peut-être d'ailleurs une source d'espoir pour l'Europe. Hein. Voilà, tous les dirigeants. D'autre part, même dans les pays où les dirigeants sont âgés, ils sont remplacés ensuite par des dirigeants âgés. L'exemple chinois, c'est des dirigeants âgés qui ont remplacé des dirigeants âgés. C'est d'ailleurs un mode de sélection chinois. Ça correspond profondément à une stratégie chinoise depuis 2000 ans, depuis la création du système mandarinal, qui d'ailleurs a inspiré le système français, parce qu'on sait peu que le système des hauts fonctionnaires français a été inspiré par des jésuites français qui ont été en Chine et qui ont ramené ça à Louis XIV. Donc nous sommes influencés par le modèle chinois. Je ne pense pas qu'on puisse dire les vieux sont déterminés à être égoïstes et les jeunes sont altruistes. Je ne crois pas que ce soit exact. Je crois que c'est une catégorie qui ne fonctionne pas, me semble-t-il. Après, il y a peut-être un changement de paradigme aussi. Hein. À la limite, ce n'est pas tant l'âge, mais c'est une question de paradigme de ce qu'on a vécu. Mais vous avez raison. Entre, d'un côté, soit j'aspire, je pense à mes petits-enfants et où est-ce qu'ils iront, ou de l'autre côté, je pense à ce que moi j'ai vécu et je vois que tel mécanisme ou telle chose fonctionne, donc je perpétue ça, sachant que je perpétue une économie de la mort. Oui, c'est ça. C'est la conservation du même qui a créé la catastrophe du modèle américain. On a cru que dès qu'on n'est pas aux aguets de est-ce que c'est sûr que ça va bien, dès qu'on ne se pose pas de questions, on est condamné à la catastrophe. Et je pense que cette prééminence de l'instant est un désastre. Maintenant, la prise en compte de l'avenir et de l'intérêt des générations futures peut avoir deux défauts. La première, c'est qu'on peut se tromper. On peut penser que ce qui est bon et que c'est pas bon. Voilà ce que vous évoquiez tout à l'heure. On peut penser que c'est bon, mais ça ne marche pas. Là, pour l'instant, on pense que l'éolien, le solaire, le nucléaire, l'agriculture biologique, la préservation de l'humus, la nourriture non transformée, on pense que tout ça forme le socle de ce qui est bien. Peut-être que dans 20 ans, on dira « quelle folie, on s'est trompé, c'est pas vrai, ça a des conséquences catastrophiques ». Au moins, on est sûr que si on ne se pose pas la question, c'est comme quand on est dans une voiture dans la nuit. Si on allume les phares, on n'est pas sûr de ne pas aller dans le ravin. Mais si on n'allume pas les phares, on est sûr d'aller dans le ravin. Donc au moins, on allume les phares et on évite quelques risques. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent au long terme par rapport à eux-mêmes. J'ai connu quelques dirigeants en France et ailleurs qui avaient une obsession du long terme parce qu'ils voulaient savoir quelle trace ils laisseraient dans l'histoire et pas si c'était bon pour les autres. Alors, je ferai une petite transition en fait en vous écoutant. Je me disais que si on repart au temps de Malthus qui pensait qu'on allait qu'on n'allait jamais sortir de la pauvreté parce qu'en fait on avait un cercle vicieux. Finalement, on voit que devant l'adversité, finalement l'humanité, l'innovation a sauvé. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans ce moment-là, avec d'autres conditions? C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on s'est beaucoup développé. On est à un moment où, en effet, on constate qu'il y a des phénomènes dysfonctionnants.
est-ce que finalement, on ne va pas avoir naturellement en fait, un réveil et qu'on est juste trop pessimiste? Voilà, Oui, docteur Pangloss, je vais vous appeler docteur Pangloss, parce que ce que vous dites, c'est exactement ce que disait le personnage de Voltaire, le docteur Pangloss. Oui, on peut avoir ce regard sur les choses. C'est pas le mien. Moi, si j'avais à faire une explication simple, je dirais que l'histoire de l'humanité, c'est une sinusoïde où on est capable de faire plus de bien et plus de mal. Et cette sinusoïde, elle grandit. Ce n'est pas une sinusoïde, la courbe porte un nom plus sophistiqué. On peut faire de plus en plus de bien et de plus en plus de mal, de plus en plus de bien et de plus en plus de mal. Et là, je pense qu'on est à un moment où on est assez haut. On ne sait pas si on va continuer à monter ou si on va redescendre. Et il y a de fortes chances qu'on soit dans un moment de bifurcation et qu'on soit en train de descendre, qu'on va commencer à descendre. Des signes. Donc, et à certains moments, il est possible que si on descend tellement bas, on ne pourra plus remonter. Alors qu'on est très haut et je suis sûr que si on bascule dans l'économie de la vie d'une façon générale, on va continuer à monter très haut, beaucoup plus encore. Mais ce n'est pas fait. À propos de bifurcation, je voulais vous soumettre une interrogation autour d'un concept très partagé aujourd'hui, qui est celui de la souveraineté, qui est en lien avec le devenir de nos sociétés et la nature des liens qu'on projette entre ces différentes communautés. Au premier jour du confinement, ou pas loin, alors que nous étions tous, pour le coup, saisis par une angoisse de mort, l'exécutif a prononcé ce terme comme une voie de sortie, ou en tout cas un cap fixé par le décideur, en disant « nous allons remettre en place les éléments pour notre souveraineté industrielle, notre souveraineté sanitaire ». Et le concept a fait florès. Je veux dire que je suis encore extrêmement circonspect parce que j'ai eu beau chercher dans tous les dictionnaires, ces mots n'existent pas. Le mot souveraineté existe, bien sûr, oui, mais dans le champ des politiques économiques, souveraineté numérique, souveraineté industrielle, souveraineté, ça n'a pas de sens et il ne faut pas se pencher très longtemps sur les débats parlementaires à ce sujet pour s'apercevoir que les gens ont parlé d'un même mot en lui donnant des définitions différentes. Je suis très vite aperçu que dans les instances internationales, depuis le Brésil jusqu'au Japon, en passant par la Corée, ce concept s'était répandu lui aussi. Pas tant parce que dans ces communautés-là, il s'était dit, comme en France, on n'a pas de masque, on n'a pas de paracétamol, comment faisons-nous? Mais plus fondamentalement parce que les décideurs économiques et industriels anticipaient la montée des conflits et la survenue de la guerre. Et donc, la souveraineté industrielle, ou le retour de la souveraineté, c'est une sorte de mot-clé qui permet un alignement des stratégies autour du fait de se préparer à la possibilité d'un conflit, parfois dit de haute intensité. Le résultat de ça, c'est que tout ce qui semble se rapporter au monde d'avant 2020 est volontiers qualifié de naïf. Vous avez parlé de ces bifurcations. Il y a des moments où on a le sentiment que c'est un réflexe de la pensée que de se dire mais qu'est-ce que j'étais bête avant ou qu'est-ce que nos décideurs précédents ont été stupides. Naïf, donc, c'est quand même un mot qui revient très souvent. L'Europe est naïve dans la mondialisation, la France l'a été plus encore. Et qu'est-ce qu'on a été naïf de croire aux vertus du commerce du monde plat et la fin des conflits. Je trouve ce questionnement très profond et vertigineux. J'ai beau regarder à quoi ressemblent les politiques industrielles qui sont proposées pour venir redonner une base solide à la souveraineté d'un pays ou d'un continent comme l'Europe, je ne vois pas d'autre issue qu'une augmentation encore des conflits et la guerre à l'arrivée. J'aimerais que les concepts qui sont proposés dans le débat politique permettent ce discernement qui consiste à dire que dans ce monde d'avant 2020, tout n'était pas stupide, tout n'était pas naïf, et qu'il y a des liens et des interdépendances qu'il faut au contraire cultiver, non pas parce qu'elles nous affaiblissent, mais parce qu'elles renforcent la possibilité d'un monde apaisé à long terme, et donc d'une économie de la vie. Oui, l'interdépendance, c'est un fait. Et
très difficile d'imaginer qu'un pays, quel qu'il soit, puisse être autonome. Et 2020 a été, pour certains pays, l'occasion de se rendre compte de ce que nous étions interdépendants. On s'en rend compte aussi aujourd'hui de l'inélectabilité de l'interdépendance en regardant ce qui s'est passé avec la politique américaine. Le président Trump a essayé de faire chanter la Chine en disant « si vous ne faites pas ce que je dis, j'augmente vos droits de douane ». La Chine n'a rien répondu, elle a simplement arrêté de livrer les aimants. 2 jours plus tard, le président Trump a retiré sa demande de droits de douane sur la Chine. Donc la question de la souveraineté, à mon avis, se règle de la façon suivante. Premièrement, il est illusoire d'être souverain en tout. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, il est très important de diversifier ses sources d'approvisionnement pour ne pas dépendre d'une seule. Et dans un rapport remarquable qui, à ma connaissance, date d'avant 2020, il faudrait vérifier, le rapport de Philippe Varin sur les matières premières, il expliquait très bien qu'il ne faut jamais avoir plus de 25% venant d'un seul endroit, ce qui permet d'avoir un maximum d'interdépendance. Troisièmement, il y a des situations où il faut se préparer à avoir une certaine forme de souveraineté en cas de tragédie. Par exemple, il y a des domaines que je ne veux pas nommer parce que ce n'est pas dans le domaine public, mais il y a des domaines dans lesquels nous avons 10 jours de réserve. Ce n'est pas normal. Un chiffre qui a été rendu public récemment, que je peux nommer, si les Chinois cessent de livrer des aimants à l'Europe, dans 3 mois, l'industrie automobile européenne, l'industrie électrique ferme. On ne peut pas se trouver dans cette situation de dépendance. On peut, à condition d'avoir des moyens de représailles, c'est-à-dire d'interdépendance. Il ne faut pas que ce soit une dépendance, il faut que ce soit une interdépendance. Il faut qu'on ait des moyens équivalents. Si on peut dire aux Chinois, très bien, vous ne nous livrez plus vos aimants, mais nous, on ne vous livre plus ça, ça et ça et ça, on est mieux. Donc, souveraineté absolue, naïveté, dépendance absolue, naïveté, interdépendance, oui, mais interdépendance gardée. Et en particulier dans les domaines clés de la souveraineté. Pourquoi je pense que l'industrie de l'armement européenne est fondamentale, que l'industrie des aimants est fondamentale, qu'il faut avoir d'autres sources d'approvisionnement, et après tout, on peut en avoir en France. N'oubliez pas que la première industrie d'aimants importante dans le monde, elle était à La Rochelle, qu'on l'a fermée et qu'on l'a vendue aux Chinois. Et que les Chinois, à partir d'une usine qu'ils ont prise à La Rochelle, ont développé leur propre industrie il y a 15 ans. Donc, bravo, bien joué, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, pour moi, la question ne se pose pas en termes de souveraineté, elle se pose en termes d'interdépendance et de capacité de représailles. Que pensez-vous de cette idée selon laquelle la mondialisation est davantage vecteur de paix que de guerre? Ça dépend laquelle. Une mondialisation qui soit qui conduise à l'écrasement du monde par une seule puissance n'est pas un facteur de paix. Une mondialisation qui obéit à des règles, qui obéit à des règles, en particulier le règlement des conflits, ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire les règlements des conflits qui existaient au temps où l'OMC existait, mais l'OMC n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Donc quand c'est un ordre international réglé par un état de droit international, oui. Mais si c'est une concurrence, une mondialisation sauvage, où tout est dominé par les GAFA américains et par les GAFA chinois, non. C'est vrai qu'on a une vision aujourd'hui beaucoup que l'Europe est complètement écrasée ou en train d'être écrasée par la Chine et par les États-Unis. Il y a une historienne qui s'appelle Sarah Payne, que je vous conseille très fortement, c'est les podcasts qu'elle intervient très régulièrement. Elle parle beaucoup des puissances maritimes et des puissances terrestres. Et elle va complètement à contre-courant des autres historiens américains, puisqu'elle pense vraiment que l'Europe, pas tout de suite, mais serait à même de pouvoir avoir justement une légitimité, ou plutôt devenir une puissance beaucoup plus forte, de par plusieurs raisons. De par ces institutions, peut-être paradoxalement, qui sont très lentes, on le sait bien, mais qui avancent.
péniblement, lentement, un peu peut-être comme l'escargot, mais différemment que le lièvre. Et de l'autre côté aussi par les alliances qu'on commence à avoir, parfois bien sûr imparfaites. Il y a beaucoup de choses à redire peut-être sur le Mercosur, sur l'agriculture, mais il y a d'autres choses qui sont sans doute intéressantes à voir. Mais il y a plein d'autres alliances avec la Chine ou ailleurs. Et est-ce que à la fin, il n'y a pas aussi un risque que les États-Unis se fassent entre guillemets marginalisés ou se tirent une balle dans le pied en mettant tout le monde à dos et qu'il y ait une sorte de réunion de pays. D'ailleurs, pour rappel, effectivement, pour ceux qui n'ont pas écouté le discours notamment du Premier ministre canadien qui montre cette réunion de puissances moyennes qui évidemment forment une puissance alors certes un peu hétérogène et hétéroclite, mais plus forte que les États-Unis. Est-ce que justement il n'y a pas un moyen pour, je dirais même l'Europe, de devenir une sorte de super puissance, je dirais, d'équilibre encore une fois, ça ne va pas arriver tout de suite, mais après ce moment un peu de folie qu'on est en train de vivre actuellement. Oui et non, parce que oui. Aujourd'hui, on a 3 empires ultra puissants, mais extrêmement menacés. Les États-Unis, pour des raisons démographiques, sociales, internes, c'est un empire en déclin, qui vit à crédit, enfin, qui peut s'effondrer. La Russie, pour des raisons démographiques autres et pour un effondrement interne, et la Chine, qui est aussi un empire en déclin, très menacé, aussi pour des raisons démographiques, pour ne pas avoir de ressources naturelles, en particulier agricoles. Quand vous avez 3 empires qui sont 3 bêtes blessées, par définition, un empire menacé est un prédateur. Quelle est la région du monde la plus riche? Celle qui a toutes les ressources, qui dispose de tout, en agriculture, en qualité de vie, en état de droit, en entreprise, en innovation, c'est l'Europe. C'est la plus ouverte. Donc, dans la période actuelle, avant que l'Europe puisse devenir une superpuissance capable de se défendre, nous sommes extraordinairement menacés. Et si on ne se met pas très vite en situation de défendre ces acquis, eh bien, nous ne sommes qu'une proie. Les Américains vont prendre nos entreprises, ils sont en train de le faire. Les Chinois vont prendre ce qu'ils peuvent et nous marginaliser. Les Russes le font militairement de façon plus brutale. Donc, nous sommes une proie. Et donc, nous sommes une proie et nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Les Américains ne sont plus nos alliés, les Russes ne le sont pas, malheureusement, alors que les Russes sont européens, et les Chinois, qui pourraient aussi être des alliés, ne le sont pas. Donc nous sommes seuls, mais on a une telle qualité de vie, une telle douceur de vivre, qu'on n'a pas le sens du tragique. Et ça rejoint ce que dit Mme Payne, dont vous parlez tout à l'heure, sur lequel moi aussi j'ai beaucoup écrit là-dessus. Les nations les plus dynamiques sont les nations dont la ville principale est au bord de la mer. Fernand Braudel l'avait dit un peu avant tout le monde, et beaucoup d'autres historiens français. Pourquoi? Parce que quand vous avez une ville principale au bord de la mer, vous êtes conscient, vous êtes vigilant, vous voyez ce qui vient de l'extérieur, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Le changement, l'innovation, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, vient de l'extérieur, et c'est très bien. Par contre, quand vous êtes une nation rurale, vous n'avez pas intérêt au changement. Vous avez intérêt au retour des saisons, au retour du même, etc. Et donc, vous avez intérêt à ce que tout soit pareil. Donc, vous n'êtes pas à l'affût de l'innovation. Et le drame de la France, c'est d'avoir mis sa capitale au milieu de nulle part, c'est-à-dire à Paris et pas au bord de la mer. Quand on vante dans nos livres d'histoire le siècle d'or de Louis XIV, on oublie de rappeler une évidence, c'est qu'au temps de Louis XIV, le niveau de vie des habitants de Paris, c'est le quart du niveau de vie des habitants d'Amsterdam. On n'a jamais été une grande puissance à cause de ça. Et donc aujourd'hui, l'Europe doit à tout prix, à grande vitesse, à marche forcée. C'est pour ça que je dis qu'il faut se mettre en économie de guerre. Pas seulement en économie de guerre en matière de défense, oui, je pense que c'est ce que le général a dû vous dire ce matin. Oui, il faut se mettre en économie de guerre pour développer une économie, une industrie de l'armement et dans tout le domaine. Mais il faut se mettre aussi en économie de guerre pour être le plus près possible à vivre notre solitude face à des empires qui ne pensent qu'à nous dépecer, pour survivre.
Je m'interrogeais en vous écoutant, on a quand même un petit problème. Enfin bon, après, on peut se mettre en économie de guerre. Pardon, je ne sais pas combien de temps c'est censé durer, mais moi, j'aime pas les conférences qui durent plus d'1 heure parce que je trouve que le public Alors ça, s'ennuie. ce n'est pas moi qui suis organisatrice, donc je botte en touche. Moi, je trouve que quand ça dure plus qu'1 heure, on s'ennuie et les gens commencent à partir comme dans la symphonie de Haydn. Donc, je propose qu'on conclue. Il faudrait poser la question à l'audience. Est-ce que vous vous ennuyez, hein? Est-ce que vous voulez encore que Jacques Attali parle, hein, et nous dise ce qu'il pense? Je vous remercie, mais comme j'aime bien que les gens restent dans une situation de manque, on va arrêter dans 10 minutes. Donc voilà, je voulais juste poser une question par rapport effectivement à ce volontarisme donc d'entrer dans un peu une économie de guerre, mais évidemment pas au sens uniquement guerrier. En fait, ça pose quand même le problème du financement, parce qu'on l'a évoqué à demi-mot à chaque fois. Mais on fait comment pour en fait financer ce volontarisme, donc sans effectivement peut-être aller se fourvoyer dans les pays comme les États-Unis à crédit. Enfin, comment on fait, techniquement parlant, pour effectivement réussir à financer ce volontarisme? À un certain moment, il faut faire des choix. En France, ça fait très longtemps qu'on ne fait pas les choix. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce que la France n'évolue que par révolution et pas par évolution. Et pour faire court, mais ce serait un sujet de long débat, depuis la guerre, depuis 1945, l'après-guerre, on a eu 3 révolutions. 3 révolutions aimables, 45, 58 et 81. On a fait des programmes importants, rapides d'ailleurs, en 3 mois à chaque fois, et puis après rien. Et depuis 80, qu'on aime ou pas ce qui a été fait en 80, c'est une autre question, on n'a rien fait. Et donc on a accumulé, tout président confondu, des strates successives. Et aujourd'hui, on se trouve avec, en France, des strates successives incroyables. Pourquoi est-ce qu'on a encore, pardon, je vais choquer sûrement des gens dans cette salle, mais pourquoi est-ce qu'on a encore un département? À quoi sert le département? Sinon à distribuer des allocations qui pourraient parfaitement être distribuées par quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, avec un budget d'éducation égal à celui de la France, les profs sont 2 fois mieux payés? Pourquoi? Donc il y a des gaspillages incroyables, dans des sources d'économie formidables qu'on peut faire là-dedans. Bon, bien sûr, après, il y a des choix plus importants. Je pense que la part des retraites dans le revenu national français est trop élevée et que cette part trop élevée coûte très cher à la préparation de l'avenir. Il y a un sujet, je vais complètement changer de sujet, mais qui me semble important, c'est la jeunesse. Lorsqu'on se retrouve, je pense que vous vous souvenez de cette période dans les années 80, qu'on regardait l'an 2000, c'était plein d'espoir. Il y a plein d'autres choses qui sont arrivées dans les années 80 qui étaient difficiles, mais on avait cet espoir. On se voyait, par exemple, alors sans doute, peut-être des voitures volantes ou d'autres choses, peu importe. Maintenant, si vous demandez à des jeunes, aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qu'ils voient en 2050, c'est plutôt d'une vision apocalyptique. J'espère que ce ne sera pas le cas, on croise les doigts, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de personnes qui sont quand même un peu stressées sur ce qui va arriver dans 25 ans. Comment est-ce qu'on peut redonner espoir aux jeunes, mais aussi à toutes les populations ici qui vivront jusqu'à 2050 ou plus tard, on verra. Mais comment on peut leur redonner espoir justement dans l'avenir? Il y a une réponse assez simple à ça pour moi. Il y a une étude qui est parue récemment sur justement le classement des pays par le bonheur de la jeunesse. Et il y a un pays qui est en tête, c'est la Lituanie. Ça paraît étrange parce que la Lituanie, elle est à la frontière de la Russie, elle a toute raison de s'inquiéter, elle a des problèmes climatiques comme tout le monde. Bon, pourquoi? Parce que c'est le pays du monde où la mobilité sociale est la plus élevée. Et donc, la possibilité pour un jeune de vivre mieux que ses parents est la plus élevée au monde, pour des tas de raisons historiques diverses. Aujourd'hui, je compare avec ma génération, dans ma génération, la probabilité pour qu'un enfant de milieu ouvrier puisse aller à Polytechnique était 2 générations. L'OCDE a calculé qu'aujourd'hui, c'est 6. Tout est dit. Quand vous n'avez pas de perspective de vivre mieux que vos parents, vous ne pouvez pas avoir d'optimisme, indépendamment de tous les autres sujets écologiques et autres. Donc, la mobilité sociale est la clé. Et la mobilité sociale, c'est mobilité vers le haut et vers le bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut, devront descendre. Alors, c'est peut-être la dernière question. Pour revenir sur ce que vous disiez au début de votre propos, aujourd'hui,
pour les élections nationales, il n'y a pas de programme. C'est nous, du côté des think tanks, ce qui nous désespère, puisque notre job, c'est d'essayer de nourrir des programmes. Donc on pédale un peu dans le vide. Là, vous avez esquissé des caps, l'économie de la vie, la mobilité sociale, il y en existe plusieurs. Comment faire pour que ces idées, ces horizons, ces caps, ces objectifs, ces pourquoi viennent nourrir un programme, viennent inspirer Je vous remercie, c'est ce que je fais avec mon think tank et auquel vous êtes tous bienvenus pour venir collaborer et travailler pour qu'on se mette ensemble. Nous sommes en train de faire un programme transpartisan qu'on mettra à la disposition des candidats et des partis. Et ce qu'on fait, c'est ce que devraient faire les partis. Depuis des années, il n'y a pas un seul parti qui a fait un colloque sur l'éducation, sur la santé, sur le logement, alors que pas un colloque, pas une réflexion. Bon, les partis ne sont plus des structures qu'ils étaient dans le passé de réflexion programmatique, et il y a une sorte de connivence entre les partis, les journalistes. La seule question qui se pose, c'est qui va être candidat, pas du tout ce qu'il va faire. Bon. Donc, puisque nous sommes ici des gens qui représentent des think tanks, faites des programmes, faites des propositions. Et quand on vous parle de candidats, refusez la question. Ce n'est pas le sujet. Moi, je rêve d'une élection présidentielle où on voterait pour un programme, et puis après, dans un deuxième temps, on voterait pour un candidat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au public. Merci à vous.